Démonstration d'un savoir-faire esthétique, instrument de revendication ethnique ou simple identité vestimentaire made in Africa. La mode africaine s'affirme sans complexe au point de trouver écho sur les télé-fashion shows du monde entier. Ces lignes s'étendent au-delà des frontières du continent. Affaires de femmes se revêt aujourd'hui de mode africaine. Comment s'organise cette industrie pour se tailler une place planétaire? Quelle mode africaine pour les Africains? Et finalement, pour qui s'habite-t-on? Cette dernière question sera abordée à la fin de notre émission. Dans le sujet qui va suivre tout de suite, une sélection non exhaustive des créateurs africains en vogue. En Afrique, une nouvelle génération de créateurs voit le jour avec des designs décomplexés, riches d'Afrique et du reste du monde. Avec Sandy Sokoumalo, architecte de formation, ce sont les contes africains qui sont revisités haut en couleur avec une influence de ses origines zoulou et ndambélé. Loza Maléambo, quant à elle, manie des formes originales et traditionnelles et nous fait voyager entre la Côte d'Ivoire et le Brésil, ses pays d'origine. Adama Ndiaye, créatrice de la marque Adama Paris, nous conduit au Sénégal d'où elle est originaire avec sa touche moderne. Dans les années 90, j'ai fait le pari de créer une mode inspirée par l'Afrique, à la fois identitaire et métissée. Un pari réussi pour Lamine Badian Kouyaté, ce styliste malien d'origine sénégalaise qui fait rêver. Ayant commencé à dessiner à l'âge de 6 ans, Ali Drissi fait des femmes s'amusent, dans des tenues adaptées au quotidien de la femme et accessibles à toutes. Premier créateur à remporter le prix du nouveau designer de l'année 2005, sans jamais présenter de défilé, Doro Olowu, ce styliste d'origine nigériane, se veut créateur de luxe sans frontières. Issu d'une famille d'artistes et de sportifs, avec un père boxeur et une mère mannequin, Iman Iyassi a plusieurs cordes à son arc qui sont des sources d'inspiration pour ses créations. Pour parler de mode, elles ne se sont pas fait prier, elles ont accepté immédiatement notre invitation. Merci. Dashani Kwei, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes créatrice de mode, d'ambiance et de décor. Exactement. Profil atypique. Tout à fait. Comme vous aimez dire. Merci infiniment. Et avec nous aussi Isabelle Hano, promotrice de mode et communicante. Ça va bien? Très bien. Vous êtes toute élégante. C'est un point qu'il faut quand même préciser dans ce type d'émission. Vous êtes tout autant. Oui, j'ai essayé de me mettre à niveau parce que je sentais que la bataille allait être rude. Ce n'est pas une bataille, c'est une discussion. Affaires de femmes, nous allons nous interroger tout d'abord sur l'industrie de la mode. Il y a de plus en plus de marques locales qui naissent et rejoignent donc le pléthore d'acteurs et d'actrices donc de mode ici sur le terrain. Et de l'extérieur, faut se dire quand même les choses. On a l'impression qu'il y a un petit désordre, que ce n'est pas assez structuré. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce que ce secteur n'est pas assez structuré d'un point de vue de l'Afrique? Isabelle, peut-être qu'avec une meilleure organisation des acteurs, on devrait pouvoir avoir un secteur mieux structuré, mieux organisé, qui se fait entendre auprès des gouvernants. Parce qu'il faut le dire, la mode est malheureusement le parent pauvre de la culture ou encore de l'artisanat dans nos pays africains. Et comment se traduit ce manque d'organisation, justement? On a des associations qui sont des associations de certains groupes, par exemple. On se retrouve avec... tout le monde n'adhère pas tout de suite à des projets d'associations qui se créent. Ça, c'est déjà un gros souci. Vous avez certains créateurs qui estiment qu'ils sont peut-être au-delà, qui sont de certains niveaux, donc qui ne peuvent pas se mêler aux autres. Vous avez certains qui estiment qu'ils font suffisamment de chiffre d'affaires, donc les problèmes de la mode ne les concernent pas. Je dis, c'est tout un ensemble de choses qu'on peut regarder, mais le plus important, c'est que la mode africaine bouge. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Quand on fait une comparaison évolutive sur la qualité des créations, ça semble s'améliorer techniquement? Absolument. Absolument. À quoi cela est dû? Mais je pense que c'est dû à l'ouverture déjà sur le monde, parce que avant, déjà les créateurs, ils n'étaient pas nombreux. Je parle d'une époque où il y avait Chris Seydou, Gisèle Gomez, etc., Angie Bell, Pathé, qui est un des grands de notre secteur. Les gens se formaient sur le tas. Il n'y avait pas vraiment de formation à proprement parler. Et puis, on n'avait pas de matériel
On avait un problème de matériel. On parle des machines, les machines, etc. Voilà. Aujourd'hui, il y a de bonnes machines. Les gens savent acheter les bonnes machines, connaissent les technicités de ces machines. Et ça fait qu'aujourd'hui, la production est beaucoup plus avancée et plus vendable, plus exportable, on va dire. Quand on voit une chanteuse comme Beyoncé s'habiller avec des vêtements créés en Afrique, on se dit, OK, on a franchi un pas. Parce que c'est quelque chose, il y a 20 ans, qui ne se faisait pas. C'est une reconnaissance de qualité due à cette évolution. Absolument, absolument. Mais quand je dis il y a 20 ans, je parle quand même de quelqu'un qui a toujours été, depuis qu'il a commencé à goûter aux vêtements africains, Stevie Wonder, ça, il n'a jamais lâché l'affaire. Pourtant, on n'en parle pas. Effectivement. Est-ce que c'est un élément que vous voyez aussi, cette évolution-là de création, de techniques? Est-ce que... Ouais, je suis totalement d'accord avec Dacha, parce que moi-même, par principe, hein, quand j'achète ou quand on m'offre une tenue, je la retourne d'abord pour voir comment est-ce que c'est fini avant de pouvoir la porter. Ah oui, c'est un réflexe. Ah oui, automatiquement. Automatiquement, je retourne la tenue pour voir comment est-ce que c'est fini. Devant la personne, vous retournez, vous attendez devant la personne. Peut-être pas devant la personne, mais par principe, je retourne la tenue pour voir un peu comment est-ce que c'est fini. Si je vois encore des fils qui pendent un peu partout, franchement... j'apprécie pas beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'ouverture sur le monde, comme elle a dit, avec la formation des uns des autres, avec la concurrence, avec les réseaux sociaux, on a envie, chacun a envie de donner le meilleur de lui-même et de faire mieux. Donc, forcément, on essaie en tout cas d'améliorer le travail qu'on a. Standardisation commence à se positionner. Exactement. Et on veut vendre à l'étranger aussi. Donc, il faut se mettre aux normes. Mais le sur-mesure demeure. Absolument. Oui. Comment ça se fait? Il faut qu'il soit là. Mais oui, parce que le client peut vouloir un modèle qu'on lui crée, et à ce moment-là, c'est sur mesure. Le côté unique de la pièce. Absolument. Et pour revenir à... Mais ça n'aide pas l'industrialisation. De pouvoir... C'est vrai que ça n'aide pas l'industrialisation, mais il faut dire que moi, je tiens toujours compte de la cible. La femme africaine, elle ne veut pas se retrouver dans une cérémonie avec une tenue portée par plusieurs personnes en même temps. Particulièrement la femme africaine? Toutes les femmes. Mais je connais mieux la femme africaine. Je dis, c'est toujours un peu embêtant quand on arrive à une cérémonie où vous êtes 2 ou 3 à porter la même tenue. En tout cas, tout de suite, ça pose un problème. Il y a un inconfort. Voilà, il y a un inconfort. Donc, elle veut une tenue pour elle. Une tenue qui fera waouh. Quand on la voit, on se dit, bah, je veux bien savoir qui a cousu cette tenue pour cette dame, elle est élégante. Vous savez, la femme, elle aime être appréciée. Donc, du coup... c'est important pour elle. C'est important. Promotion, distribution, la mode est-elle rentable en Afrique? C'est une vraie question. Les modèles économiques de la mode en Afrique sont-ils particulièrement efficaces? Dacha. Alors, promotion, distribution, là est la grosse question. Parce que déjà... pour faire de la promotion, il faut avoir un produit. Et en général, ce qui se passe en Afrique, c'est que le créateur, il se bat tout seul pour arriver à quelque chose. S'il est bon, ben, ça va aller. S'il est moins bon, ça va être plus compliqué. Est-ce que c'est pas parce que le modèle économique et social du continent est particulier en soi? Je dirais oui. Ouais. Je dirais oui. Je dis oui. On peut pas... D'abord, tout ce qui est mode n'est pas accompagné financièrement. Vous allez difficilement trouver des banques pour vous accompagner parce que c'est un secteur auquel on ne croit pas véritablement. Et quand même il y a des financements, comme du chiffon. Les conditions sont tellement draconiennes que le créateur, à la fin, il est étouffé. Je parle en connaissance de cause. Quand vous vous retrouvez avec un projet et qu'on vous finance, un financement, je dis, de l'Union européenne, parce que c'est toujours eux qui financent, même si on n'est pas content. Qu'est-ce que nos gouvernants font par rapport à ça? Et vous trouvez justement que c'est plus difficile pour une femme de réussir dans ce domaine-là, en tant que femme? Vous cherchez les financements, vous êtes une créatrice. Bon, moi, je ne veux même pas lier ça à la femme, en fait. C'est difficile. C'est difficile d'une manière générale. Autant pour l'homme que pour la femme, tout à fait. On peut comprendre les créateurs aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de problème de genre ou de sexe à ce niveau-là. Non, non, pas du tout.
Tout le monde est logé à la même enseigne. Vous interpelle, on en discute ici à Affaires de femmes, mais vous pouvez effectivement échanger sur les réseaux sociaux en utilisant notre hashtag Affaires de femmes, Affaires chiffre 2, femmes, pour avoir vos commentaires. Nous parlons de mode africaine. Nous sommes toujours avec Dashani Kwe et Isabelle Hanot. Nous parlons de mode africaine. On assiste à de nombreuses Fashion Weeks un peu partout sur le continent. Quel bilan on peut faire de ces événements, finalement? Alors, c'est trop, c'est pas assez? Ça permet de dynamiser l'industrie? Pour moi, en qualité, c'est pas assez. En qualité. En qualité, ce n'est pas assez. En qualité, ce n'est pas assez. C'est vrai qu'on a beaucoup de Fashion Weeks, mais il nous faut les mettre à un certain niveau, avec des collections de qualité, avec une organisation de qualité, avec une médiatisation comme il faut. Est-ce que c'est remettre en cause la qualité des créations de façon générale ou de l'organisation de ces Je remets en cause d'abord l'organisation, qui très souvent laisse à désirer. Ensuite, je remets en cause souvent la qualité des créateurs sélectionnés. Et puis... S'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le temps de bien faire. Oui, en fait, pour moi, il ne s'agit pas de participer à tous les événements de mode. Il s'agit de participer à des événements quand on est prêt. Quand on pense qu'on peut présenter quelque chose de potable, de vendable, d'accessible à tout le monde. Voilà. Et puis, je pense aussi, comme on est en train de le faire, d'ailleurs, qu'il faut qu'on mette en place un calendrier des événements de mode pour ne pas qu'on ait à se marcher là-dessus. Parce que quand vous avez 2 événements de mode dans un même pays qui se tiennent à la même période, d'abord, on n'a pas beaucoup de sponsors, ça fait des ordres, on n'a pas l'accompagnement qu'il faut et on a l'impression qu'on n'est pas organisé dans le secteur de la mode. Et c'est pas très bien. C'est le duel un peu partout, justement, dans le monde. La rude concurrence imposée par les grandes enseignes de prêt-à-porter. Que peuvent faire les créateurs africains dans ce duel? Alors, que peuvent faire les créateurs africains dans ce duel? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les créateurs africains pensent à lancer aussi des lignes de prêt-à-porter. C'est la prochaine étape? C'est nécessaire? C'est nécessaire. C'est même obligatoire. On ne peut pas continuer à attendre. Vous savez, vous avez par exemple des délégations qui visitent notre pays et des personnes qui ont envie de repartir, par exemple, avec une chemise. Et je pense que Patéo l'a tellement bien compris que chaque fois qu'il y a des délégations qui arrivent, elles ont envie de partir dans une boutique Patéo pour acheter. Donc, il faut déjà lancer des lignes de prêt-à-porter. Il faut ouvrir des boutiques pour que les boutiques soient accessibles à la personne qui arrive. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un atelier qui se trouve à Perpète-les-Oies avant de pouvoir acheter une tenue et attendre 3 jours que la tenue, ou 4 jours, souvent voire une semaine, 1 mois, que la tenue me soit livrée alors que je suis dans le pays pour peut-être 3-4 jours. Il y a un problème. Sortir du format de l'atelier, aller au format de la boutique. Voilà, il faut aller vers le client. Et aller vers le client, c'est avoir des boutiques. Il faut aller vers le prêt-à-porter. On ne peut plus attendre d'avoir des vêtements. Est-ce que vous, en tant que créatrice, vous êtes prête à faire le pas vers le prêt-à-porter? Mais je suis déjà dans le prêt-à-porter parce que quand j'avais ma boutique à Dakar, je faisais du prêt-à-porter, j'avais du stock. Et aujourd'hui, je suis en train de monter un showroom sur Abidjan et je vais avoir du stock. J'ai déjà commencé à mettre en place le stock. Alors, donc sur ça, ça implique qu'il faut faire de la production. Ça implique qu'il faut avoir les moyens derrière. Ça change le mode de production aussi. C'est-à-dire qu'on crée peut-être pour 2, 3, 15, 20, 30, mais là, si on doit créer des milliers et des milliers... Non, ce n'est pas des milliers et des milliers. Moi, j'ai eu dans mon parcours, je suis fier de le dire, à exporter vers les États-Unis. Et j'ai commencé à exporter vers les États-Unis en 88, ce qui n'est pas rien. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté tout simplement parce que le client me proposait un plan sur 5 ans et j'ai pas compris. J'ai voulu jouer à ma création, alors que lui me proposait juste de faire ma production et puis il prenait. Il m'a fait un plan sur 5 ans. Et j'ai dit non. Et vous pensez que pourquoi vous avez dit non? C'est parce que vous n'aviez pas ce réflexe Voilà. Vous n'avez pas la vision à ce moment-là? La vision business. Business. Parce que vous êtes créatrice avant tout. Je suis restée dans ma créativité. J'ai dit, ben non, il va galvauder ma marque, alors qu'il s'en foutait de ma marque. Lui, il avait besoin que je mette ses étiquettes à lui et que je lui fasse de la production. Et je n'ai pas su saisir la balle au bon. Ça, c'est quelque chose qui m'a coûté dans ma carrière. Et aujourd'hui, c'est un conseil que vous donnez absolument. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire Dasha, tu mets ta marque de côté, je veux tes produits, mais avec ma marque, mais je vais sauter au plafond. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne aux jeunes créateurs.
de ne jamais fermer la porte. Parce que s'ils la ferment, je ne sais pas où ils vont trouver l'argent pour produire autant. Il y a des opportunités, il y a du potentiel, alors allons-y. Parlons des créations. Elles inspirent les créateurs occidentaux. Certains n'hésitent pas à plagier, justement. Comment les créateurs africains se protègent de ce fait? C'est difficile de se protéger, à mon avis. Très difficile. Difficile de se protéger. Je pense que c'est pas... On n'arrive pas à... Vous savez, je dis souvent, je me demande comment est-ce qu'on peut protéger un modèle. Je me pose la question moi-même. Hein, je me demande, vous créez un modèle. La chemise que vous portez, par exemple, vous avez un cercle et un truc sur le côté, par exemple. Il suffit que j'enlève ça, ce n'est plus le même modèle. Hein. Il suffit que je change un peu le motif. C'est vrai que c'est la même chemise, mais ce n'est plus le même modèle. Je change le tissu. C'est autre chose totalement. Donc, je me demande comment on arrive à protéger un modèle, en fait. Je crois que la styliste, je ne sais plus de quel pays, avait copié les robes Kaba du Cameroun, vendues je ne sais pas à combien. Et vous trouverez des Africains pour aller acheter ça. C'était la McCartney, je crois. Voilà, il faut arrêter. Je suis un Africain, je porte d'abord ce qui est de chez moi. Commençons déjà par ça. Et après, on ira se battre contre ceux qui veulent produire nos... Tout à fait. Les Européens ne porteront pas des tenues comme ça, c'est pas possible. C'est produit pour nous. Mais si nous-mêmes allons acheter là-bas, et à des parce prix, qu'on aime les marques, à des prix exorbitants en plus. On en parlait tout à l'heure, justement. Que faut-il penser de cette appropriation des codes culturels africains par des marques occidentales? On pense justement à Stella McCartney, plus récemment, qui a eu... Il n'y a pas qu'elle, même Christian Dior, ils sont tous passés par là. Et ils n'arrêtent pas. Et ils ne vont pas arrêter. Jean-Paul Gaultier, tous. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en manque d'inspiration. Alors que l'Afrique foisonne de créativité. Et quand on parle de... C'est pour ça que j'aime pas trop le terme mode africaine. Je préfère qu'on parle de la mode en Afrique. Parce que je trouve que, en Afrique est différente. Voilà. Parce qu'on ne parle pas de mode européenne. Il y a un style européen. Mais il y a la mode française, la mode anglaise, la mode italienne. On est d'accord. Aujourd'hui, dire la mode africaine, je trouve que ça nous enferme. Comment les femmes vous avez été les premières amoureux de la matière wax, et la matière est aujourd'hui démocratisée. N'est-il pas temps de se retourner vers nos tissus africains, nos matières plus authentiques? Alors, c'est vrai qu'il faut se retourner vers les matières et je pense que de plus en plus, on voit que le pagne tissé de chez nous, en tout cas dans nos différents pays, que ce pagne-là est porté. Mais je pense qu'avec ce pagne, il y a beaucoup de difficultés aussi. Très souvent, le fil qui est utilisé fait que le pagne, à la fin donc, de la production, c'est un pagne qui jure. Donc, vous l'utilisez une fois, au lavage après, c'est difficile parce qu'il a justement juré. Et puis, vous avez également le fait que très souvent, à la couture même, c'est un peu difficile. Donc, on se replie vers le wax parce que, bon, c'est peut-être plus facile à coudre. Hein. Je parle pour les créateurs, plus facile à coudre et tout. Mais je pense, pour revenir tout à l'heure au débat dont il était question, c'était surtout que je pense qu'aujourd'hui, les créateurs africains, ou en tout cas les acteurs de la mode, ne parlons même pas des créateurs, les acteurs de la mode devraient avoir un combat. Celui d'attaquer le marché international. Tout à fait. Et ce marché-là, il faut l'attaquer comment? Il faut étudier le marché. En Europe ou dans les pays, en tout cas dans d'autres pays, vous avez des saisons. Si vous allez coudre des tenues en pagne, ils ne peuvent pas le porter pendant l'hiver. Il faut adapter selon les saisons quelques tenues et attaquer ce marché-là. Vous voulez dire des manteaux avec des touches, des signatures. Tout à fait. Des signatures. Tout à fait. Et pourquoi ne pas se battre pour avoir un espace aux galeries? Quand ils viennent chez nous, ils ont des espaces partout. Pourquoi ne pas se battre? Mais pour ça, il faut qu'on soit ensemble. Exactement. Il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on s'organise. Exactement. En France, Oui, par exemple, pourquoi ne pas avoir un espace africain? Avoir un corner qui regroupe des créateurs. Des créateurs je suis désolée, africains. c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais on va en singleton. Chacun a envie de se positionner, lui, et ne pas partir avec les autres. Chacun a envie qu'on parle de lui et non des autres. À partir de ce moment, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Les femmes s'habillent-elles mieux que les hommes? Bon, je pense déjà... Vous pouvez dire non et on continue. Hein, mais... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que au niveau des femmes, on a du choix. On a du choix en matière de vêtements. Femmes. Au niveau des hommes,
c'est pas qu'on n'a pas de choix. C'est limité. C'est limité. C'est limité. Voilà. Donc, on peut avoir l'impression que les femmes s'habillent mieux, mais Ce choix... je devrais dire que oui, les femmes s'habillent mieux. Oui, voilà. Les femmes s'habillent mieux, tout simplement. Comme elle dit, le choix est limité. Voilà. Au niveau des pantalons, chemise, bermuda, veste, débardeur. Et encore, aujourd'hui, les gens osent ce que nos parents n'osaient pas. Donc, on voit de plus en plus d'hommes qui s'habillent d'une certaine manière, ce qui est très bien. Mais je pense que la femme s'habille mieux. Bon, c'est une bataille irréglée. Vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous rejoignant sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes. Nous parlons de mode africaine ou de mode en Afrique, comme le dit Mode en Dasha. Afrique. C'est une émission qu'elle ne pouvait pas rater, celle-là. Notre chroniqueuse, Princesse, quand on parle de mode, on touche à son cœur. À l'affût des dernières tendances, elle vient partager avec nous son amour pour la mode et pour les marques. Waouh, Princesse. Tu aimes? Ouais, j'aime bien. Vous aimez? Ah, j'adore. J'adore. Plaisir. Ouais. Toutes vous deux. Et ce sourire, mon Dieu. Nos ancêtres inventèrent le vêtement par souci de pudeur. S'ils pouvaient voir aujourd'hui ce qu'en ont fait les sapeurs. Je suis une sapeuse. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais moi, je crâne avec Gucci marqué sur mon veston. Dans un monde où l'on est jugé par l'apparence, considérez-moi comme une apôtre de l'élégance. Wow. Toute tendance confondue, une lignée de sapeurs je perpétue. Si ma vie est un hommage aux matières nobles et un savant bling-bling, c'est seulement et toujours pour la gloire de mon dressing. Savoir s'habiller chez moi, c'est inné. La haute couture, c'est ma culture. Le style pur, ma seconde nature. Je suis femme africaine et je connais ma place. Quand je mets mon bébé au dos, c'est toujours en pagne hollandais wax. J'aime bien le dimanche après-midi. Je l'accoste tranquillement. Je fais les 100 pas en Louboutin et des fois, je me fais accompagner par du Yves Saint-Laurent. Je porte Prada mieux que le diable et je confesse que c'est pas bien. Mais que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre Cardin. Si la sape est la science de l'habit, moi je suis une chercheuse. Toute griffe dehors, je suis une sapeuse. Si la sape est patrimoine congolais, respect à cette nation, sapée comme jamais. Beaucoup ne comprennent pas que je puisse être aussi ostentatoire. Vous n'avez pas encore réalisé que je porte en moi l'ADN du Joe Ballard. Yes. Ce mouvement où la marque et l'extravagance sont rois, je marque une minute de silence pour le grand-papa Wemba. Je suis une sapeuse avec tout ce qu'il y a de plus surnaturel. Quand je passe, je fais des rêveuses qui ne croyaient qu'au Coco Chanel. Parfois dans la vie, vous ne pouvez pas toujours choisir ce que vous êtes. Mais vous pouvez toujours choisir qui vous êtes. Moi, je suis une sapeuse. Bravo. J'aime bien le jeu de la fin comme ça. Ça, Équilibre. ça. Je vous avais prévenu, Princesse, tu rigoles pas avec la mode. Non, non, Merci Elle est forte. infiniment. Elle est forte. Ça vous parle? Ah Ouais. oui, Complètement. Des mots, des noms qui revenaient Tout à comme ça. fait. Tout à fait. Joe Ballard. Ça, c'est de la signature. Absolument. Alors, mesdames, terminons notre émission avec 3 questions que je vais vous demander de répondre très rapidement, spontanément. Vous êtes prêtes? Oui. Je sens la respiration. Tenez-vous compte de l'avis de votre conjoint dans le choix de vos vêtements? Disons que je m'habille d'abord comme je le souhaite. Et après, je demande si le résultat est bon. S'il dit non, c'est pas bon. Je peux effectivement apporter... Vous n'êtes pas sûr. Non, non, je ne suis pas sûre parce que je C'est suis du d'achat. Hein. je suis une rebelle. Et voilà. Appelons un chat un chat. Que ressentez-vous et faites-vous lorsque personne n'apprécie votre tenue? Bon. Est-ce qu'on s'habille pour tout le monde ou on s'habille pour soi en tenant compte du regard des autres? C'est vrai qu'on s'habille d'abord pour soi en tenant compte du regard des autres, en dehors du conjoint, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites si c'est pas apprécié par les autres, Tant pis pour eux? je dirais pas ça comme ça, mais bon, tant pis quoi. Tant que je me sens bien dans ce que je porte, c'est C'est l'essentiel. l'essentiel. D'achat? Absolument. Je pense que quand on sort de chez soi, on s'est regardé d'abord dans un miroir. Et l'image que le miroir nous renvoie, si elle nous convient, je
je ne vois pas du tout comment, une fois que je suis à l'extérieur, on peut me faire changer d'avis. Mais vous, en tant que créatrice, je regarde, je dis, j'aime pas, et c'est votre création. Ça vous fait quoi? Vous dites quoi? Tant pis pour lui, c'est comme ça que je suis. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous guide, premièrement, dans le choix de vos vêtements? Est-ce que c'est la coupe, la matière, l'origine? Dans le choix par rapport à quoi? Le C'est-à-dire vêtement déjà fini? Oui, par exemple. À l'achat, lorsque vous partez, qu'est-ce qui retient d'abord votre... En tout cas, Sans réfléchir, quand vous rentrez comme ça. mais moi, c'est ma forme, mon corps. Il y a des Donc, c'est vêtements la coupe, c'est les mensurations, c'est... Oui, c'est... En fait, en fonction de ma forme, il y a des vêtements que je ne peux pas porter. Et que vous ne regardez même pas? Que je ne regarde même pas. Donc, bon, je veux dire, à partir de ce moment-là, je ne calcule même pas la Vous n'aimez tenue. pas. D'achat? Je suis d'accord avec elle. Il y a déjà la forme, ensuite il y a les couleurs, évidemment. Moi, je suis par exemple quelqu'un qui ne supporte pas les fleurs. Quand il y a trop de fleurs, ça me dérange. Oui, je ne sais pas porter les fleurs. Quand il y a trop de fleurs, ça me dérange. Donc, un vêtement avec beaucoup de fleurs, je ne sais pas porter. Je suis plutôt dans les géométries et dans tout ce qui est décalé. On parle de mode africaine ici à Affaires de femmes, mais vous pouvez continuer et poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes. Merci à nos invités pour ce défilé de propos enrichissants. La mode africaine n'a pas encore révélé toutes ses richesses et les créateurs et les créatrices sont plongés dans un sacerdoce où les lignes infinies dans le temple de la mode continuent. Bien conscient de l'impact sur l'industrie de ce secteur, il faut redoubler de créativité et d'abnégation pour faire exister cette identité africaine qui est aujourd'hui empruntée par les plus grands créateurs du monde. C'est ici que la lumière de Affaires de femmes s'éteint. Au revoir.